Cube. Bon mardi tout le monde, Rémi Villemur en remplacement, ça sera pas une habitude, mais aujourd'hui je remplace Benoît Dutrisac. J'ai des grosses chaussures à chausser, c'est gros ça du 14. Hein? Ah, c'est gros. Écoute, il trouverait ça. S'il nous écoute, il va trouver ça drôle, puis je suis sûre qu'il pense à plusieurs blagues grivoises en partant de cette prémisse. Mais bref, salut Rémi, content de t'avoir aujourd'hui. Parce que moi je chausse du 11,5, mais du 14, c'est très gros. J'espère que les pieds vont me pousser. J'ai 3h30 pour que ça pousse. Écoute, t'as-tu passé une bonne action de grâce? Ben oui, moi, c'est toujours la même affaire. Je profite de dehors dès qu'il y a du soleil parce que je sais que l'été, c'est terminé. Puis moi, quand l'automne arrive, quand il fait noir, moi, c'est l'humeur qui pogne un coup. Alors oui, je suis allée voir des spectacles, j'ai profité de l'extérieur, toi-même. Ben moi, j'ai réalisé que je savais pas c'était quoi l'action de grâce en fin de semaine. Ben c'est quoi? Explique-nous-le donc tous. Ben, selon ma compréhension, ça a un lien avec les récoltes. Donc, il fut un temps au Québec où les récoltes étaient tellement bonnes qu'on célébrait l'action de grâce. On rendait hommage au Seigneur Jésus parce qu'il nous avait offert la possibilité d'avoir accès à toutes l'abondance. L'action de grâce. Fait que moi, tout en fin de semaine, tous les gens que je croisais, je leur disais bonne action de grâce, bonne action de grâce. Avec cet accent? Jusqu'à temps que ça se termine à l'hôpital parce qu'on s'est inquiété pour ma santé. Évidemment, action de grâce, action de grâce. Écoute, j'ai parlé de Botox. On parle de Botox avec Dr. Heather Pym. Le Botox, là, c'est souvent associé à l'esthétique. Hein, les gens, oui. Je pense que c'est un peu normal. Surtout depuis quelques années, là, quand on en parle du Botox, parce qu'on parle de certaines personnes qui s'aiment pas la face. On a eu plusieurs débats ici là-dessus, puis on essaie d'arranger notre face pour se trouver plus beau, mais surtout plus belle souvent. Mais il y a d'autres utilisations à ça. Ben, selon la rumeur, c'est bon pour les migraines également. Puis des migraines, c'est pas des maux de tête. En tout cas, on va aller au fond des choses avec cette dame-là vers 10h. On va également parler... Il y a un dossier qui m'a fait sursauter en fin de semaine. C'est sur la lecture. C'était dans la presse. On apprenait que 27% des jeunes au secondaire, donc de 12 à 17 ans, passent 4 heures ou plus par jour, pas par semaine, par jour, devant leurs écrans. Puis là, moi, je me suis dit, oh mon Dieu, ce sont des jeunes qui passent évidemment pas ce temps-là devant des livres à lire. Et là, il y a beaucoup de professeurs d'université, là, pas des professeurs de secondaire, professeurs d'université, des chercheurs, des gens qui ont des doctorats qui disent non. Faut pas faire le lien entre le temps passé devant les écrans et un temps qu'on ne passerait pas à lire parce que sur TikTok, il y a des mots. Ça, c'est ce que disaient certaines personnes, dont Amélie Lemieux. On va la recevoir tantôt. Elle va venir nous expliquer si, effectivement, la lecture, ça a changé. Si les jeunes qui lisent moins, c'est pas des jeunes qui lisent plus ailleurs sur les réseaux sociaux, notamment. On va parler également avec Robert Baudry, qui est responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal. C'est le candidat de Projet Montréal dans le district Saint-Jacques. Pourquoi? Parce que la piétonisation, ce n'est pas terminé. T'as-tu entendu parler du nouveau quartier qui va se faire piétoniser? Enfin! Je suis certaine que les commerçants ont hâte. Oui, le Vieux-Montréal. Donc, c'est annoncé, si Projet Montréal remporte l'élection le 2 novembre, de façon progressive, par phase, on va piétoniser l'ensemble du Vieux-Montréal. On nous dit quoi à Projet Montréal? On nous dit on va redonner le quartier aux résidents. Le seul problème, c'est que j'ai regardé les études, les sondages qui ont été faits, puis la majeure partie des gens qui habitent dans le Vieux-Montréal n'en veulent pas de la piétonisation. Ouais, moi, j'ai hâte de l'entendre sur la question de la circulation, parce qu'à maintes reprises, on entend les gens se plaindre de l'impossibilité de circuler. Il y a des gens qui nous ont fait des témoignages. Ils disaient que ça avait pris 45 minutes, 1 heure et quart sortir du Vieux-Montréal. Donc là, le problème est peut-être réglé, finalement. Il n'y aura plus de circulation. Ça, je ne sais pas comment ils vont composer avec ça. C'est à 12h03 qu'on lui parle. Puis on parle à 12h17. Ça va être une dernière heure, le trait municipal. On va parler des poubelles. Parce que moi, j'habite dans un quartier où on ramasse les poubelles aux 2 semaines. Et cet été, ça a été le chaos. Les gens étaient en tabarnouche dans Hochelaga Maisonneuve. Ils n'avaient pas été consultés. On a utilisé ce quartier-là pour faire un test. Toujours dans l'est de la ville qu'on fait des tests. On n'a pas essayé ça dans Outremont, bien évidemment, ou dans Westmount, évidemment, ou dans Ville-Mont-Royal, évidemment. Dans Hochelaga Maisonneuve, donc les gens voulaient rien savoir de ça. Projet Montréal a reculé. Ensemble Montréal dit, mais ils ont reculé sur l'été. Donc, ça va rester aux 2 semaines, 10 mois par année. On va en parler tantôt avec Alain Naud, qui est candidat dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour Action Montréal. Mais avant toute chose, Cybèle, on me dit qu'il y a une tradition ici, et moi, je suis un conservateur, j'aime les traditions. Il faut commencer ça avec un « c'est-tu juste moi ». C'est ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui a animé ta pensée? C'est-tu juste moi ou je m'ennuie du temps où on se surveillait moins? Ah oui. Mais là, par contre, la surveillance, là, c'est vaste. Là. La surveillance, c'est la surveillance physique. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des caméras partout. Les jeunes, on leur dit « Attention, on va pas dans la ruelle, c'est dangereux ». Je reviens constamment, les gens qui écoutent Cube, constamment, et ça rappelle de cet exemple-là que j'ai donné tout l'été. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur les jeunes qui faisaient du vélo entre l'âge de 6 et 16 ans.
Entre les années 80 et aujourd'hui, ça a fondu comme neige au soleil. Les jeunes ne font plus de vélo. Les parents ne les laissent plus partir comme ça avec leur vélo. C'est les parents qui ont peur de les voir, les jeunes, se faire mal. Et les jeunes ont peur parce que leurs parents ont peur. Parce que quand tes parents ont peur de quelque chose, c'est sûr que si t'es jeune, t'as peur de la même affaire que ce que tes parents ont peur de. Surveillance, là, c'est caméra de surveillance. On filme tout avec nos téléphones. On dit, fais attention à cette activité-là. Fais-toi pas mal. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à combien tu bois. Fais attention à quelle heure tu te couches. Mais ça, c'est juste le début du débat qu'on peut avoir. On peut parler de surveillance aussi des mots. Surtout. Est-ce que tu surveilles ce que tu dis, toi? Bien sûr que je surveille ce que je dis, surtout travaillant dans les médias comme ça, t'as pas le choix de te surveiller parce que la quantité d'heures qu'on passe à parler, on doit se surveiller, mais il y a un moment où là, il y a les professionnels, bien sûr, comme celui dont tu chausses les chaussures aujourd'hui, qui savent exactement où se trouve la ligne puis quelle latitude ils ont par rapport à ce qu'ils ont à dire. Mais moi, je dois faire attention quand je suis ici puis je vous parle. Je dois faire attention, même, je dirais, Rémi, avec les gens autour de moi maintenant. Ben oui. Avec des amis. Tes amis que tu connais. Je connais depuis longtemps. Avec qui tu es censé être capable de te libérer, de moins te surveiller finalement. Il y a des blagues qu'on peut plus faire. Oui, puis écoute, avant de continuer, si vous voulez vous joindre à nous, si vous aussi, vous avez cette impression-là d'être tellement surveillé ou que même, vous avez peut-être plus capable de dire ce que vous vouliez, c'est un 877-827-2346. Appelez-nous, Rémi va prendre les appels, on va discuter avec vous de ce qui peut-être vous fait peur, vous aussi, ce qui vous dérange, ce qui a changé chez vous. Un 877-827-2346. Textez-moi, sinon je vais soumettre ça à Rémi également. Mais oui, Rémi, on se surveille. Moi, j'ai des amis depuis les dernières années où je pourrais associer ça au mouvement plus de gauche, woke, qui a pris une grande place dans l'espace public. Je me fais souvent dire, souvent, de moins en moins, parce que je fais attention, parce que je calcule, mais ça, tu devrais pas dire ça. Ou ça se dit pas. Alors que quand tu démontes les propos, ça se dit. Et parfois, ce sont des blagues. Mais je marche sur des œufs des fois. Mais tu sais, je pense qu'il y a des environnements où, sans dire que tout est permis, mais à peu près tout devrait l'être. Je parle de ce qu'on dit, là. Je parle pas de ce qu'on fait. Je parle pas de gestes physiques qu'on pose, là, qu'on me comprenne bien. Mais si tu es avec tes amis, c'est là que tu devrais être capable de rire de la vie, de rire des mœurs, de rire des règles qu'on s'invente. Parce que, en passant, tout le monde, on s'invente ces règles-là. Hein? Non, mais ce qui ne se dit plus aujourd'hui, en 2025, et qui se disait il y a 5 ans, venez m'expliquer pourquoi ça se dit plus. Parce qu'on a mis une règle, parce qu'on a décidé que ça se disait plus. Mais entre amis, on devrait être capable de faire ça. Écoute, je veux pas que personne se reconnaisse, là, mais il y a quelques jours, j'étais avec du monde que je connais bien. Et il y a une personne autour de la table qui a fait une joke. Et la joke était un peu élevée. D'accord? Un peu élevée. Puis là, l'une des personnes que je connais bien, c'est une personne, pourtant, c'est pas la personne la plus sensible, c'est pas une personne woke. Elle était la seule à pas rire. Puis elle a dit, il me semble que ça se dit plus, ça. Et là, on l'a tout regardé, puis on lui a dit, comment ça se dit plus? Oh. Où c'est que c'est écrit que ça se dit plus? Puis est-ce que ça a fait mal à quelqu'un? Puis là, on a fait le tour de la table, puis ça a fait mal à personne. C'était une joke qui visait aucun type de personne en particulier. Tu sais, tu viens de me dire, Benoît Dutrisac, il aurait eu une bonne idée de joke avec ton affaire de chaussée du 14, puis tout. Puis moi, j'avais peur que tu la fasses, la joke. Même moi, je te surveille en ce moment. Ouais, écoute, je pense que... aussi, c'est peut-être avec les gens devant qui on se trouve, quand on est à l'aise, on sait là où on peut aller parce qu'on ne sera pas jugé, puis on ne sera pas jugé sur des intentions qu'on n'a pas nécessairement. Tu sais, des blagues, c'est des blagues. Des fois, le fait de construire une idée en vol pour le sens du punch, puis parce que tu veux faire réagir les gens devant toi, des fois, c'est ça aussi, juste l'humour et le bonheur. Mais quand tu sens que tu fais toujours attention, que tu es surveillé à ce niveau-là, là, moi, je pense que, tu sais, la personne à qui tu fais référence, tu sais, t'as le goût de dire, c'est donc bien en train de gâcher le moment. Là. On riait, là, on avait du fun. C'est ce qu'on y a la dit police, tu sais. Ça, c'est plate. Mais hey, je suis allé trop vite, là. Quand on parle de surveillance physique, il y a quand même un exemple qui prouve qu'on est à l'ère de la surveillance. Les applications pour géolocaliser votre amoureux. Ah, ça avait fait parler cet été. Hein? Non, mais attends une minute, là. Ça, c'est drôle parce que moi, j'en connais du monde là, qui utilise ça. Puis tu leur dis, mais ça va-tu dans la tête? Puis ils se justifient, là. Ils ont des bonnes excuses. Puis souvent, l'excuse, c'est, ouais, mais moi, j'ai rien à cacher. Jusqu'à quand? Non, mais je veux dire, le problème, c'est pas que les gens qui ne l'utilisent pas ont quelque chose à cacher. Là. Moi, il n'y a jamais de ma maudite vie, là, et de la seule vie que j'ai sur la Terre, il y a quelqu'un qui va être en amour avec moi, puis je vais être en amour avec elle, puis qu'on va se surveiller de même. Là. Ouais. Et pourtant, j'ai rien à me cacher. C'est juste, je veux pas que quelqu'un sache exactement ce que je fais tout le temps. Je veux pas que cette personne-là ait envie de regarder ce que je fais.
Il y a plein de monde qui font ça, là. Oui, mais moi, on dirait que le seul argument qui me revenait, c'est quand j'ai entendu des couples, par exemple, de longue date ou qui ont des enfants dire parfois c'est plus simple, juste parce que au lieu d'appeler, au lieu de, tu sais, moi, j'ai mes parents, là, ils passaient leur temps à s'appeler pour savoir vous êtes où, tu fais quoi. Fait là, c'est les parents qui se disent, regarde, je sais qu'il est à tel endroit, qu'il est en route, qu'il est je le vois sourire, c'est qu'il voit pas sa tête. Il est vraiment pas d'accord avec moi. Mais c'est ça, c'est l'argument que j'entendais de se dire, des fois, c'est plus simple, je regarde mon téléphone, OK, il est rendu à telle place, parfait, je sais qu'il va être là pour le souper. Mais là, après ça, j'entends déjà dire jusqu'où, jusqu'à quoi, puis après ça, puis comment ça t'es pas là, puis tu sais, où t'es rendu. Fait peut-être que l'argument tient pas trop, là, mais bon. Moi, c'est le seul que j'ai entendu qui faisait de l'allure, puis tu vois, je te l'explique, puis il perd de ses plumes. Dis-le donc, tes parents te surveillent sur une application. Que mes parents, j'avoue que... j'avoue que... Puis si je l'enlève, ma mère me texte pour me dire pourquoi t'as désactivé ton application. Mais là, c'est vraiment, tu vois, surveillance. Elle est mère poule. Quand j'étais plus jeune, elle m'envoyait avec des walkie-talkies au parc. Bref, il y a beaucoup de surveillance. Oui. Puis regarde, je vais te donner un exemple aussi par rapport à ce qu'on doit éviter de dire qu'on a reçu de Julie de Montréal. Elle dit, moi, je suis lesbienne, puis souvent, je dois éviter de mentionner mes avis quand je ne suis pas en mode militante. Et j'ai perdu des amitiés à cause de ça. Comme si, en fait, c'est que soit t'es lesbienne, tu prends la parole au nom des lesbiennes, ou soit, tu prends ton trou. Ah non, mais ça, c'est la pire des affaires. Effectivement, quand tu as un espèce de titre comme ça, que tu es dans une catégorie, là, on imagine tout de ce que peut penser cette personne-là. Une personne lesbienne, là, c'est forcément à gauche, c'est forcément revendicateur sur les enjeux LGBTQ+. On a le commentaire, effectivement, à l'écran. Hey, mais si on revient à la surveillance comme ça, moins physique, plus psychologique, te rappelles-tu, parce que 31 ans, je les ai vus, là, les Bougons, Elvis Gratton, Taxi 22. C'est ça, c'était des séries où tu avais l'impression que les scénaristes se surveillaient pas. Non, exact. Non, mais ils écrivaient la feuille, là, puis ils l'envoyaient au producteur puis au diffuseur, puis ils se disaient ça passe. Puis pourtant, là, des personnages comme Rogatien dans Taxi 22, il y en a encore autour de nous. Ça fait encore rire tout le monde, mais on se surveille. On peut plus, il faut plus aller trop loin. Il faut plus faire ça. J'ai reçu cet été Michel Charette, le comédien, qui, évidemment, jouait dans Les Boys. Là, c'est les films Les Boys, les séries Les Boys. Il jouait le personnage de Léopold. Il est venu s'asseoir à côté de moi parce que, il venait parler de sa vie, il a fait une dépression, il revient progressivement dans le milieu. Et je lui disais, tu sais qu'en ce moment, il y a Les Boys qui font une tournée à travers le Québec. Il a dit, oui, non, je sais, mais je suis pas encore allé voir la pièce. Puis j'ai dit, mais tu sais que ton personnage a été enlevé de la pièce. Et là, fallait le regarder à la télévision. Là, il m'a fait des gros yeux. Il savait pas. On avait enlevé son personnage. Pourquoi? Parce qu'on se surveille aujourd'hui. Et que des jokes de gros, comme dans Les Boys, ça fait plus rire personne. Mais tu sais, c'est pas vrai. Parce que moi, j'aimerais encore une fois faire l'éloge des soirées d'humour et de stand-up qui existent encore. Peut-être sur la scène où il y a les grands, du moins humoristes et québécois présentement. Même là, je te dirais, peut-être qu'ils se surveillent un petit peu. Mais quand on va voir des jeunes humoristes qui testent des blagues, ils vont loin. Ils en font des blagues que la limite est là, mais parce qu'on est dans la salle et on n'a pas de caméra, on n'a pas de téléphone, on ne surveille pas avec nos appareils ce qu'il se passe, ben là, il joue avec la ligne et on en rit encore de ces blagues-là. Puis regarde, je vais te lire un autre commentaire qu'on a reçu, Antoine de Montréal, puis je trouve que ça résume bien les deux ensemble. Il dit « Moi, c'est surtout pour nos jeunes que je suis triste. On avait la chance avant de faire des parties où seuls les souvenirs restaient. Aujourd'hui, l'image reste. » Oh, c'est bien dit, ça. Ça veut dire que maintenant, le droit à l'erreur, c'est aussi le droit à la réputation. T'sais, une fois qu'on fait peut-être une erreur qui est filmée, à jamais on peut se faire reprocher ce petit moment-là de notre vie, alors qu'avant, c'est peut-être plus je veux dire, c'est du bouche à oreille, puis à un moment, on l'oublie, mais là, on peut te le ramener d'en face tout le temps. On a Yvan de Montréal qui nous écrit « Nous accordons aujourd'hui beaucoup de légitimité au ressenti des autres aussi. » Le ressenti, là, c'est subjectif. C'est pas une science, le ressenti. Le ressenti, c'est ce que tu ressens. Puis quand ça devient une science, donc une mœurs, donc une façon de tout construire autour d'eux, parce que le ressenti, c'est l'humeur de tout le monde, apparemment. Mais là, tout le monde s'adapte à l'humeur d'une personne. Mais attends, mais Rémi, peux-tu nous rappeler c'est quoi la donnée sur les gens qui se sentent importants? Écoute, je trouve que ça a un lien avec ça. Puis c'est peut-être là qu'on devient tellement frustré parce qu'on se sent important. Dans les années 50, puis d'ailleurs, je suis renversé du fait qu'il y a quelqu'un qui a pu penser à poser cette question-là à du monde dans les années 50, mais au Québec, on demandait aux gens, est-ce que vous vous considérez comme une personne importante? Et il y avait à peu près 5 à 10 % des gens qui disaient, oui, je considère que je suis une personne importante. Parce qu'il y avait autre chose que sa propre personne. Il y avait la famille, il y avait la communauté. Dans les années 80, ça avait monté à 80 %
Dans les années 80, là. Donc aujourd'hui, on est en 2025. Je ne serais pas surpris que 99,9% des gens se considèrent comme une personne importante. C'est de la faute de qui, Cybèle, rapidement? Je me pose vraiment la question. Ouais, ben oui, effectivement, l'Église. Toi, tu te dis que c'est l'Église. Il y a quelqu'un qui me dit l'Église. Ben oui, l'Église, effectivement, mais c'est de la faute de qui aujourd'hui si on se surveille autant? Est-ce que c'est parce que nous, un matin, on s'est réveillé puis on s'est dit « je veux qu'on se surveille » ou c'est pas les médias, c'est pas un peu les gens qui ont du pouvoir, c'est l'œuf ou la poule? Ouais, ben moi, on dirait que j'ai l'impression que ça vient plus des chambres d'écho construites plus par les réseaux sociaux. Tu sais, là, tu me poses cette question-là, puis je vais développer mon idée plus tard, mais moi, comment je le vois, c'est qu'on s'est tellement massé dans des mêmes endroits avec des gens avec qui on pensait, et là, on a commencé à voir des genres de règles non écrites, tu sais, surgir de là, qu'on a après ça appliqué dans notre quotidien. Puis là, il y a certaines personnes... En fait, c'est quoi? Je pense que ça vient peut-être des universités puis des cégeps. Quand on est à l'école, parce que moi, c'est là les premières fois que j'ai entendu des gens autour de moi dire « Attention à ce que tu dis. Ah, attention. » C'était les premières fois de ma vie que c'est là que je me suis fait dire ça, bien avant les réseaux sociaux. Alors peut-être c'est l'inverse. En fait, on a transposé ça ensuite. Puis là, maintenant, c'est rendu une norme. Même, on félicite les gens qui vont dire aux autres, qui vont se faire la police des mœurs, puis qui vont dire hey, attention, ça se dit pas. Ah, OK, ça se dit pas. On est tous devenus un surveillant. Ah, je suis désolée. Hey, on est-tu fatigant? On les haïssait, les surveillants, quand on était au secondaire. On essayait de s'enfuir, on essayait de faire notre petite loi, nos petits trucs, essayer de contourner un peu les règles. Puis là, on est là à dire ah, merci de nous dire comment parler puis quoi penser. À des gens qui ont le même âge que nous, qui ont le même vécu que nous. C'est vrai, hein? Aujourd'hui, être respectable, c'est être capable d'être capable de tout remarquer autour de soi, d'être hypersensible, avoir remarqué que telle personne a dit ça, hein? Lui rappeler que c'était pas comme ça. La bienveillance, la complaisance sont les deux plus belles qualités. Bon, on vous revient, on va parler de... Surveillez-nous, par contre. Restez là, restez au poste. Nous, on va tout dire. On va dire les choses comme... On vous revient, on parle d'Alzheimer.